Président, si vous permettez, ma collègue doit mettre... Avec grand plaisir, Madame la députée de Lapinière. Il vous reste environ 5 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous. Merci pour votre mémoire et votre présentation. Une petite question sur votre première recommandation, l'ajout à l'alinéa B. Est-ce que je comprends que c'est bien sous le paragraphe numéro 2, parce qu'il y a deux alinéas B à l'article 3? Oui, l'article 3. À l'article... Donc, l'alinéa B, on va vous dire exactement s'il y en a deux, c'est lequel, là, je vous envoie. Alors, l'article 3, il est là. Si vous prenez, là, moi, c'est à la page 8, j'imagine, c'est la même chose. Le point 3, pour l'application de la présente loi, les conditions de travail requérant une coordination nationale sont les suivantes. Et si vous descendez au point numéro 3, celle du personnel des centres de la petite enfance visés par la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, c'est le chapitre S4.1.1. Alors, nous, notre demande, c'est tout simplement d'ajouter un alinéa B. Il n'y en a pas présentement, mais d'en mettre un qui dirait à l'exception des centres de la petite enfance non visés par la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Vous allez me dire, bien, s'ils ne sont pas inclus, on n'a pas besoin de le spécifier. Mais on pense que c'est avantageux pour tout le monde, ça va éviter des questions et ça va rendre ça plus clair pour tout le monde. Puis ça ne change rien dans l'intention du projet de loi. C'est un statu quo qu'on demande. Donc, on ne pense pas que c'est problématique de l'ajouter. D'accord, merci. Ensuite, votre troisième recommandation concernant l'article 19, vous l'avez expliqué tout à l'heure, de remplacer les assurances collectives par disparité régionale, parce que c'est inclus dans les disparités régionales. Et la CSN qui est venue avant vous demandait aussi de parler de disparité régionale, mais avait voulait restreindre aux seules contributions de l'employeur aux assurances collectives. Est-ce que c'est une préoccupation que vous avez aussi? C'est la même chose. Je m'excuse si tantôt j'ai laissé entendre que ça faisait partie des disparités régionales. Ce n'est pas le cas. C'est tout simplement que les assurances collectives actuellement sont négociées par les syndicats. Ce sont les syndicats qui négocient le régime d'assurance et ça touche des parties des travailleurs, dépendamment des accréditations syndicales. Donc, ça n'aurait aucun sens qu'on négocie avec l'employeur un régime qu'ils ne sont pas propriétaires. T'sais, on ne pourrait pas faire ça. Alors, ce qu'on dit tout simplement, et on partage exactement la même vision que la CSN là-dessus, c'est que les assurances collectives, oui, la seule chose qu'on peut négocier, c'est la contribution de l'employeur. C'est leurs mots qu'ils peuvent dire, mais ils ne peuvent pas négocier le régime en tant que tel. Donc, c'est pour ça qu'on dit tout simplement de l'engloutir dans les disparités régionales. Là, on pourrait négocier avec le Conseil du Trésor sur la partie dont il paye d'assurance, la partie patronale. Mais on ne peut pas nommer les assurances collectives. Ils ne sont pas sous l'imputabilité du gouvernement actuellement. Donc, et là, corrigez-moi encore une fois, mais on ne peut pas faire ça au point de vue. Peut-être juste pour être clair. Peut-être que dans le fond, les disparités régionales, c'est une matière qui était déjà à la table intersectorielle, la table centrale. Il y avait les salaires, le régime de retraite, les droits parentaux et les disparités régionales. Nous, ce qu'on dit, c'est que les disparités régionales doivent revenir comme elles étaient. Les assurances collectives, la seule portion qui pourrait être amenée à la table centrale sont les contributions patronales. Comme ça a été le cas lors de la dernière ronde de négociation, il y a eu à entendre pour amener cette portion-là. Ça serait la seule. Mais pour nous, ce n'est pas nécessaire de la mettre d'emblée dans les 4 matières, si on peut dire, mais ce qui pourrait être amené, comme on disait plus tôt, les matières qui partent du sectoriel pourraient être apportées au niveau national, ça en ferait une partie. Ce serait la contribution patronale seulement. Merci. Et maintenant, est-ce qu'il me reste du temps? Oui. 1 minute 30, chers collègues. D'accord. Alors, en fait, c'est votre recommandation numéro 5 où vous voulez passer de 180e jour, de 240e entre le 240e et le 180e jour précédant l'échéance de la convention collective. Vous avez dit que c'était pour éviter le maraudage. Et la CSN qui est passée avant vous nous demandait de changer pour 45 jours avant l'échéance de la convention collective. Alors, j'imagine qu'il y a peut-être une explication pourquoi les vues sont différentes. Mais pas pour les mêmes points. Ben, écoutez, je vais laisser regarder Thierry, mais de notre côté, on maintient qu'on est plus à l'aise avec le 240e jour. Oui, bien, effectivement, nous, on estime là, que pour éviter toute forme de maraudage, là, on estime qu'on devrait, que
que tout changement devrait être convenu. Ça, c'est vraiment important. Puis après ça, ben, entre le 240e et 180e jour, ça empêcherait qu'il y ait, on pourrait appeler ça des manœuvres pour une certaine maraudage. Nous, on veut éviter ça. C'est surtout aussi pour confirmer, à partir du 240e jour, c'est que les accréditations sont confirmées. Le maraudage est terminé. Donc là, on comprend le 45 jours avant la fin des charges des conventions collectives. Mais nous, le 240 et 180 jours est important parce qu'il faut savoir quelles seront les matières qui seront négociées aux tables avant d'en faire le dépôt officiel en octobre et en décembre pour la table centrale. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est très important d'être beaucoup avant l'échéance des conventions collectives. On se prépare, hein, quand on fait nos cahiers de revendication, là, il faut savoir de quoi on parle, puis ce qu'on a à négocier. Donc, effectivement, ce délai-là serait important.